plaisir renouvelé, et pas du tout mitigé du fait que Eddy ne soit pas là, que Christian Mouton ne soit pas là. On fait avec. J'ai Madame Danielle Marceline de... Enchantée, Oui. enchantée. Ça nous fait un peu de peine quand même qu'il ne soit pas là. Oui, il nous manque. Mais ça vous laisse plus de temps pour parler, pour développer vos idées, puisqu'ils seront pour Daniel de parler de l'opération Martinique Bel Pays. Nous sommes dans la continuation de nos idées de valorisation de notre pays, de l'Union européenne qui semble vouloir censurer l'histoire nationale, également de Marcel Ravin, un compatriote, qui est devenu membre, chef culinaire, cuisinier, qui est devenu membre des grandes tables du monde. Et puis, il va nous parler du livre sur Condorcet. Sur Condorcet. Un gros bouquin, un gros pavé de 700 pages. Elle va nous parler rapidement. Emmanuel va nous parler de profit et super profit, parce qu'il connaît ça bien. Of course, naturellement. Tu aimerais, hein? Ah, j'aimerais, oui. Alors, il va nous parler de sujets qu'on a déjà développés, mais évoque-moi ta formule publicitaire. La répétition, c'est... La répétition, c'est la réputation. Voilà. Voilà. Ce qui veut dire il ne faut pas hésiter à répéter les choses si on veut que ça s'inscrive dans une mémoire partagée, collective et renforcée. Alors, il va nous parler de Sheepflation. C'est une association qui s'appelle Foodwatch et qui explique comment le monde des affaires, nos clients dans nos métiers respectifs, à un niveau beaucoup plus élevé, pas sur le plan local, c'est bien évident, arnaque sur les prix, sur la qualité, le contenu des... Et puis il va nous parler, et ça va de soi, de la Convention qui a aboli l'esclavage dans un premier temps. Et puis moi, je vais essayer, si vous me laissez le temps, je vais essayer de parler du blues en matière musicale. Comment tu dis que tu es maître des horloges? Oui, donc il ne dépend que de toi que tu aies le temps à la fin. Je suis devenu sous-chef. Jingle. La collectivité territoriale, la CTM, comme on dit, a lancé un programme d'envergure pour des travaux d'embellissement du réseau routier avec des déclinaisons que je te laisse décliner. Ben, tout à fait. Je dirais presque qu'il était temps. Donc, non, mais il faut saluer ce qui se fait. Oui. Donc, dans un premier temps, pour l'année 2024, il y a 500 000 € qui sont consacrés au balayage, au fauchage. Millions, ma camarade. Millions. Non, 500 000, non. 500 000 €, non, 500 000 €. Ah, tu déclines, d'accord. Voilà, tout de suite, oui, là, pour le balayage, le fauchage, la peinture des glissières et des séparations. Absolument. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et puis ensuite, puisqu'il y a le programme Martinique Bel Pays avec les communes, où il y a 6 500 000 € qui sont consacrés à l'embellissement des ronds-points, à l'attractivité. Et je pense, et ça fera plaisir à Christian, même s'il n'est pas là, au renouvellement des panneaux. Puisque les panneaux, il a souvent eu l'occasion de le dire, qui sont des plus... panneaux indicateurs, les panneaux indicateurs, oui, des directionnels, etc. Ils sont plus lisibles. Donc, ça fait partie aussi de l'attractivité. Donc, tout ça, et le président Letchimy, qui était de nuit sur le chantier, a indiqué comment, pour lui, quand tu accueilles chez toi, il faut que ta maison soit propre. Donc, il faut que ton pays soit beau, il faut que ton pays soit attractif. Et nous adhérons totalement à cette idée. D'autant que je dirais que ça, quand on regarde, par exemple, quand on va en François, sur les bas-côtés, où il y a toutes ces fleurs qui sont sur le bas-côté, et dans d'autres endroits, par exemple, quand on va à Schellcher, pendant le carnaval il y a quelques semaines, il y avait un rond-point il y avait toutes les figurines qui correspondent au carnaval. Donc on sait comment ça peut être appréciable. Et on sait qu'à Pâques, il y aura les crabes, que pour le Tour des Yoles, il y aura les yoles. Tout ça fait partie non seulement du fait que le pays soit beau, mais en même temps pour rappeler notre patrimoine, ce qui est important. Et je partage tout à fait l'avis du président qui dit que quand on accueille, on montre ce qu'il y a de bien. Et ce n'est pas seulement pour les visiteurs de l'extérieur, c'est pour nous-mêmes. Parce que c'est d'abord nous-mêmes, nous avons à cœur. Et pour terminer, moi je voudrais rappeler, il y a une fois, il y a très longtemps, il y a quelqu'un qui m'avait signalé, parce que j'allais en expertise, c'était entre le Saint-Esprit et le François, qui m'avait conseillé une route, parce cette personne m'avait indiqué que des riverains, c'est-à-dire des privés, des personnes qui habitaient dans les maisons,
s'étaient mises d'accord pour planter le bord des routes avec des crotons. Ce qui fait que pendant des centaines de mètres, vous aviez l'impression d'être dans un jardin. Et ça, c'est magnifique et ça montre la capacité que nous avons. On n'a pas besoin forcément de suivre ce que nous dit le public. De soi-même, on a la capacité. Et ça me fait me souvenir d'il y a très longtemps, hélas. Chacun, vous vous souvenez, nettoyait son canal de sa limite à celle de son voisin. De sorte que tout était propre tout le long de la route. Et moi, je crois que ça, ce sont des traditions que nous devons nous réapproprier. Absolument. Pour nous-mêmes et pour les autres. Ne pas tout laisser sur le compte de la commune, Absolument. De la ville et tout. Et je me souviens, ça fait quelque temps, avoir pris mon téléphone pour appeler Arnaud René Corail. C'est Arnaud son prénom, le maire de Trois-Îlets, pour le féliciter pour la qualité, la subtilité du choix de l'aménagement des ronds-points depuis Trois-Îlets. C'est intelligent, c'est subtil. Et il m'a donné le nom, mais j'ai oublié, je n'ai pas noté le nom de la jeune technicienne ou architecte même qu'il avait embauché pour ce faire. Et j'incite tous les maires à faire ça pour montrer que nous ne sommes pas qu'un peuple de cantine, de manger, de boire. C'est très important pour votre travail au quotidien. Mais ici, il y a de plus en plus, il y a également l'embellissement. Dans le même ordre du jour, pendant que tu as la parole, Marcel Ravin devient membre des grandes tables du monde. Oui, alors Marcel Ravin, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est bien l'enfant de chez nous, quoi. Oui. C'est au diamant. Il est du diamant, n'est-ce pas, Emmanuel? Et donc, il a fait ses classes ici, et puis il est parti parce il est avec un CAP. CAP. Il avait un CAP, et il est parti parce qu'il est passionné de cuisine, et il tient ça de sa grand-mère. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « D'un rocher à l'autre », puisqu'il est à Monaco. Il est à Monte-Carlo. Et il dit comment sa grand-mère lui a transmis l'amour de la cuisine. Et donc, il s'est installé en Méditerranée et il gravit les échelons, puisque maintenant, il a, depuis 2022, une 2e étoile au guide Michelin. Et son restaurant, c'est le Blue Bay de Marcel Ravin maintenant. Et donc, il a été adoubé. Avec adjonction de Marcel Ravin. Oui, tout à fait. Parce que il faut savoir que ce restaurant vient de rouvrir après 6 mois de travaux. Et pour qu'un restaurant, quand on a 2 étoiles, là où on est situé, puisse fermer 6 mois pour travaux, ça veut dire qu'on est costaud derrière. Et donc, il a été adoubé, donc je disais, par les Tables du Monde, comme tu l'as dit. C'est une association qui a été créée en 1954. Au départ, c'était 6 restaurateurs parisiens qui avaient décidé de promouvoir la grande gastronomie française et l'art de vivre. Et à l'heure actuelle, maintenant, il y a plus de 125 participants et plusieurs dizaines de pays. Donc, c'est je dirais, un éclairage pour reconnaître la qualité, la notoriété de ce que fait Marcel Ravin, dont on souligne qu'il allie, je dirais, la Caraïbe et la Méditerranée. En quelque sorte, c'est la créolisation dont nous parlons souvent. Et donc, il la met dans sa cuisine. Et les Antilles sont absolument présentes dans sa cuisine. Ce n'est pas quelqu'un qui a renoncé à tout ce qui fait son patrimoine. Au contraire, il l'a sublimé en l'alliant, en partageant avec les saveurs de la Méditerranée. Il a plusieurs cordes à son arc. Il est écrivain, comme tu l'as dit. Il a aussi des contrats. Il a aussi des contrats avec des installations hôtelières telles que la Samana, qui est un hôtel 5 étoiles à l'extrémité des terres basses, à la frontière, la partie française et hollandaise de Saint-Martin. Et il essaie d'imprimer un niveau, une cadence, un rythme à ce restaurant pour qu'il n'y ait pas en permanence. Il est venu une quinzaine de jours pour dynamiser le restaurant. J'ai proche qui y est. Et c'est la semaine passée pour la Saint-Valentin, donc c'était vendredi. On saura tout, hein. C'était vendredi, non, la Saint-Valentin. Je vous donne non, c'était il y a 15 jours. Non, la Saint-Valentin. C'était il y a 15 jours. C'était il y a 15 jours. Ben oui, j'ai perdu totalement la notion des jours. Alors, je vous donne un petit peu l'association de ce que tu disais, le créole et puis Alors, amuse-bouche, pomme d'amour au crabe, donc le crabe, le vrai crabe, avec le goût de nos crabes, dans une petite forme minuscule, mais pas des petites choses. Hein. Foie gras, terrine mango et vanille,
Ça va très bien ensemble. Mais la présentation, je ne vous dis pas, ce sont des petits tableaux, hein, c'est des œuvres là. Troisième plat minuscule, c'est les Saint-Jacques avec un petit peu de caviar, avec une petite sauce épicée faite de basilic et de thym et des choses comme ça. Autre plat, hein, je me perds dans l'énoncé, c'est un petit peu d'angouste au ravioli avec de la cannelle, avec la cardamone, et puis un petit peu de patates douces du pays. Et puis ensuite, rassurez-vous, c'est presque fini, un petit pavé de filet de bœuf avec une purée de manioc à la truffe. Manioc et truffe. Tu vois, donc le local, le terroir de local avec le plus luxueux. Et puis, comme dessert, une fine coque de chocolat blanc composée de framboises croustillant, et puis, etc., etc. Alors, je voudrais ajouter une chose parce que c'est très important. Il tient beaucoup à la transmission, Marcel Ravin, et il vient souvent au foyer de l'Espérance à la Martinique. Absolument. Pour transmettre son savoir à ceux qui sont au foyer de l'Espérance. Et pour pouvoir naturellement aborder ces endroits très luxueux, je dirais que c'est Eddy qui dirait, oui, enfin, Gérard, les gens à qui tu parles n'ont pas beaucoup de choses d'aller à ça, ils essaient de voir comment ils iront au supermarché du coin, au supermarché du coin pour avoir des promotions. Je voudrais qu'on passe à la société et qu'on traite, je le dis déjà, de profit et super profit. Ça va être Emmanuel. Allez-y, société. Alors, les profits. Alors d'abord, il faut savoir qu'une entreprise privée est obligée de faire du profit. Il faut qu'on se mette bien d'accord. Une entreprise qui ne fait pas de profit, elle meurt. Oui. C'est aussi simple que ça. Si on disait bénéfice au lieu de profit, peut-être que ça passerait mieux. Oui, peut-être. Mais en tout cas, il ne faut pas diaboliser le profit en tant que tel, parce que c'est nécessaire. C'est un principe même de l'économie du privé. Et on ne peut pas imaginer un monde dans lequel les entreprises ne feraient pas de bénéfices. Sinon, elles ne pourraient pas investir, elles ne pourraient pas se développer et elles finiraient par mourir très vite. Donc le profit en soi n'est pas condamnable. Alors le super profit, qu'est-ce que c'est ? Voilà. C'est un profit qui est supérieur au profit, on va dire, normal, observé de manière normale dans des secteurs d'activité. Ça veut dire que c'est un profit qui paraît scandaleusement élevé, sauf que derrière ce profit, ce surprofit, il faut observer les raisons de ce surprofit avant de porter un jugement. Juger en tant que superprofit. Exactement. D'accord. Et donc il y a, en gros, pour faire très simple, il y a plusieurs manières de faire du surprofit. Il y a des effets d'aubaine, quand les circonstances favorisent des systèmes économiques duquel tirent profit les entreprises de manière parfois injuste. On pense notamment à ce qui s'est passé récemment sur l'énergie, où les compagnies pétrolières ont fait du surprofit en conséquence notamment des conflits russo-ukrainiens. Donc ça, c'est un surprofit artificiel qui provient d'un effet d'aubaine. Et puis, il y a les profits qui proviennent du talent propre, du génie propre des entreprises. Et celui-là, il n'est pas condamnable. Donc, il faut bien, à un moment donné, faire la différence entre ces deux notions. Parce que la réalité, c'est que quand une entreprise, par son génie propre, fait du surprofit, il augmente les capacités de son entreprise à entériner ses emplois, à en développer de nouveaux et à aller plus loin dans ses projets. Et donc, c'est vertueux en soi. Bon. Donc là où la question est posée, c'est faut-il taxer les surprofits ? Ça, c'est une question qui fait l'objet d'un débat. Et là encore, la réponse, qui est toujours nuancée, c'est de dire, par principe, surtaxer les surprofits n'est pas une réponse satisfaisante. Peut-être faut-il se concentrer, cette logique, sur les surprofits issus des effets d'aubaine, et non pas les surprofits issus du génie propre des entreprises. Donc il faut bien qualifier d'où vient le surprofit. Ou les surprofits distribués. Parce que s'ils sont réinvestis pour l'amélioration, pour la recherche et autres, ils ne seront pas taxés. Il faut savoir, ce qui est important, c'est quel est comment se répartit le profit. Oui. Une fois qu'on a du profit, qu'il soit surprofit ou du profit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?
Il y a une partie qui va en réserve de l'entreprise, parce que l'entreprise a besoin de consolider ses fonds propres, donc c'est normal qu'une partie reste dans l'entreprise. Il y a une partie qui va rémunérer les actionnaires, et c'est normal aussi. Il faut accepter, les actionnaires, eux, prennent un risque en mettant leur argent dans un projet, et c'est normal. Le principe. Le principe. Oui. Non, mais on parle bien des principes. Il ne faut pas diaboliser la rémunération de l'actionnaire, qui en soi est un principe vertueux, parce que demain, si on cesse de rémunérer les actionnaires, vous n'aurez plus d'entrée d'argent dans les entreprises. Ce sont les financements même des investissements qui vont s'arrêter. Oui, donc mais la question, c'est si la proportion des actionnaires est plus importante que, par exemple, les investissements. Alors, je termine. Ou que les salaires reversent. Et puis, il y a la troisième version, la troisième affectation, c'est pour le social, c'est-à-dire sous forme de prime complétée auprès des salariés. Ce qu'il faut aussi se dire à ce niveau-là, pour être très honnête, c'est que les salariés de l'entreprise sont rémunérés pour le travail qu'ils font, par ailleurs déjà. Donc, le surprofit, c'est une proportion complémentaire d'un revenu qui est octroyé dans des conditions qui sont variables selon les entreprises, très profitable pour certaines, moins profitable pour d'autres, mais il y a quand même déjà un revenu du travail qui est effectif. Et donc, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de dire il faut répartir le profit à part égale entre ces trois blocs. Ce serait assez injuste, puisqu'il faut bien regarder avant la distribution où va la richesse de l'entreprise. Et la richesse qui est produite avant d'être distribuée. C'est important de le noter. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur le surprofit. Il faut aussi rappeler que taxer ou surtaxer les profits, c'est bien une taxe complémentaire qui s'ajoute à des taxes existantes. Aujourd'hui, les entreprises, d'une manière générale, sont taxées à hauteur de 40% de ce qu'elles produisent. Voilà, donc ça veut dire que 40% du chiffre d'affaires d'une entreprise repart dans des taxes variables, et donc le surprofit vient s'ajouter à ces 40%. Et ces 40% nous placent, entreprises françaises, parmi les entreprises les plus taxées au monde. Donc là encore, il faut faire attention quand on parle de surtaxer les profits. Si c'est pour sanctionner un effet d'aubaine malhonnête, il faut le faire. Si c'est pour prendre le risque de freiner les capacités d'investissement de ces entreprises, il faut être précautionneux dans cette décision. Il faut faire attention. Rappelle-toi ce que tu disais la semaine dernière, où tu disais, on parlait au niveau de l'entreprise, la question il y avait des métiers en tension et que quelquefois on ne trouvait pas suffisamment, de personnel compte tenu des besoins. Et peut-être une politique, encore une fois, il ne s'agit pas d'être autoritaire, de dire il faut à part égale, etc. Mais peut-être qu'une politique de rémunération ou de prime peut être un élément attractif pour permettre à des entreprises d'attirer plus de monde pour pouvoir satisfaire les besoins qu'elle a. Parce que l'entreprise a besoin de tout le monde pour pouvoir continuer à faire ses profits. Et donc, la question, et on en a discuté aussi lorsqu'on a discuté de la loi sur l'immigration, c'est pas un hasard, alors qu'on est tellement crispé sur les questions d'immigration, que la législation autorise à l'immigration des métiers sous tension. Donc, quand on a besoin, on dit OK pour l'immigration, autrement, on n'en a pas besoin. Ouais. Donc, c'est une réflexion qui doit être très transversale. Tu as complètement raison, il faut être très ouvert là-dessus, mais il faut tenir compte aussi du fait que la rémunération, y compris variable, peut se faire dans bien des cas avant que le bénéfice soit constaté en fin de bilan. Oui, c'est ça la vérité. Et aujourd'hui, heureusement, je pense que c'est dans la culture de nos entreprises, et il y a eu d'immenses progrès qui ont été faits ces 20 dernières années, y compris en Martinique, où la rémunération tient compte des performances économiques de l'entreprise pour compléter le revenu conventionnel, contractuel des salariés. Donc ça existe. Mais c'est vrai qu'on peut aller plus loin et affecter une part des bénéfices. Nous allons arrêter là parce que les syndicats vont nous lapider. OK. Au contraire, moi je trouve... Deuxième sujet. Avec la Shipflation, Foodwatch, qui est une association, nous parle d'une nouvelle arnaque.
Tu vas traduire, hein, Emmanuel. Oui, alors, oui, il y a deux mots. Il y a deux mots qui occupent le débat public. Il y a la shrinkflation, Oui. shrinkflation, qui est une contraction de shrink, qui veut dire Raccourcir, rétrécissement, rétrécir. et flation, qui veut dire inflation. Inflation. Autrement dit, ça, c'est un premier phénomène qui avait été constaté il y a quelques temps, qui consiste à dire, pour contourner les effets de l'inflation, les industriels réduisent leur contenu, mais maintiennent leur prix de vente à l'identique. Et donc, et le font de manière sournoise, et c'est ça qui est critiquable, c'est-à-dire sans forcément être transparent dans leur approche, pour vendre leurs produits au même prix, mais en ayant réduit, sinon plus cher. sinon plus cher, en ayant réduit les contenus vendus. Ça, c'est la shrinkflation. Et puis, le deuxième phénomène dont on parle de plus récemment, et puis qui supplante en fait la shrinkflation, c'est la cheapflation. Cheap qui veut dire réduction de la qualité, pour pouvoir réduire les coûts, et inflation. Donc, c'est ce Le produit a la même apparence. Il a la même apparence. La publicité, il y a mieux, mais c'est... Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Il y a moins bien. C'est-à-dire, c'est vraiment, ce sont deux phénomènes d'inflation en bas-faille, si on veut résumer les choses, parce que ce sont des pratiques. Alors d'abord, pour être là encore honnête, ce sont des phénomènes qui occupent le débat public, mais qui, heureusement, ne sont pas des phénomènes déployés massivement. Il y a un petit effet de fantasme autour de ça. C'est pas, soyez rassurés, tous vos produits d'hypermarché ne sont pas concernés par ça. Mais certains le sont. C'est marginal, certains le sont. Et d'ailleurs, certaines enseignes, je pense à Carrefour, avaient dénoncé ça dans leur magasin pour pouvoir pointer du doigt les industriels qui pratiquaient la shrinkflation et la cheapflation, qui est plus difficile à cerner d'ailleurs et à identifier, parce que là, on parle d'ingrédients qui ne sont pas forcément... De qualité. Ouais. Voilà, donc ce sont deux pratiques qui occupent le débat public et qui sont nées aussi du débat lié à la surinflation qui abîme la consommation des foyers en ce moment. Et donc, c'est normal qu'on soit très attentif sur tous les moyens aussi de contourner le phénomène des prix. Pour en terminer juste, concernant la cheapflation, il y a deux choses à dire, c'est que c'est condamnable si c'est fait de manière sournoise. Mais si c'est fait de manière transparente, là encore, un industriel a le droit de changer sa recette. C'est évident. Mais encore, faut-il qu'il le dise de manière très transparente et très claire, et que le consommateur puisse acheter en connaissance de cause. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, dans certaines pratiques. Oui, pour que les gens n'aient pas l'impression que nous abordons une question et puis que nous la réduisons à sa plus simple expression, comme pour faire de la shrinkflation d'information, réduire les problèmes. C'est un problème qui existe, puisque cette association a quand même interrogé Unilever pour les produits mailles, Bordeaux Chanel, Milka, Mondelez, After Eight, Nestlé. Également des réponses faites par Findus, c'est quand même connu, et par Fleury Michon. Et France Télévisions s'y est collé aussi. Donc nous venons après, nous... oui, non, tu as raison, ce sont de grosses industries. De grosses industries et de grosses marques. Et que, absolument. Bon, alors, c'est peut-être que dans ce que nous consommons, nous, ici, foyer modeste, il ne va pas à Findus, il ne va pas à ces choses-là, mais sur les photos et sur les images que vous avez, vous verrez que quand même beaucoup de produits sont concernés par ça. Et c'est un problème qu'il faut quand même prendre au sérieux. On passe, si vous le voulez bien, à un sujet de culture. Oui. On va parler de l'Union européenne, en se demandant si elle veut censurer l'histoire nationale. Il n'y a aucune censure de temps. Allez-y, madame. Oui, alors, au mois de janvier 2024, donc il n'y a pas très longtemps, le Parlement prend une résolution sur la conscience politique européenne. Alors, bien entendu, j'ignorais tout cela. C'est grâce à Gérard je découvre ce problème. Il faut dire qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans la presse. Et quand j'ai lu la résolution, qui contient quand même plusieurs articles, une trentaine, je me suis demandé quelle mouche a piqué le Parlement. Alors, il y a eu tout un rapport, il y a une commission de culture qui a rendu un rapport, et c'est parti de présupposés louables.
un constat, ils disent il n'y a pas de mémoire collective européenne. Ou plus exactement, cette mémoire collective, c'est les conflits et les guerres. Mais il n'y a pas autre chose qui constitue le sentiment d'appartenance à l'Europe. Et donc, l'idée, c'était de savoir comment faire pour que l'on puisse arriver à ce sentiment d'appartenance à l'Europe. Alors, tout ça, c'est louable. Mais ce qui est absolument stupéfiant, c'est que dans les considérants, il y a, je dirais, un certain nombre de lieux communs où on dit qu'il est nécessaire d'avoir une vision objective de l'histoire, de partir des archives. Mais tout ça, je dirais, il n'y a pas besoin de résolution pour cela. Et puis, je dirais que là où ça dérape, c'est quand le Parlement invite les États membres à prendre un certain nombre, il y a un certain nombre de préconisations, notamment en entrant dans le contenu de l'enseignement de l'histoire, en disant aux États, invite les États, demande à la Commission des États membres de renforcer les outils. Alors je lis, parce qu'actuellement disponibles au niveau européen, afin de favoriser l'émergence d'une conscience historique européenne critique et capable d'autoréflexion. Je dirais c'est un peu du charabia, excusez-moi, moi je trouve, hein. Demande aux institutions européennes, aux États membres, aux pays candidats et aux pays candidats potentiels, hein, aux établissements d'enseignement et aux acteurs de la société civile de redoubler d'efforts pour promouvoir la réconciliation, s'abstenir de toute tentative d'instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques. Qu'est-ce que ça vient faire dans une résolution ? Et ce qui est inquiétant, c'est que, ce faisant, le Parlement donne des arguments à ceux qui disent l'Europe se mêle de trop de choses et nous empêche à nous, États, de pouvoir avoir une plus grande liberté. Et ce n'est pas seulement, bien entendu, sur le domaine de la conscience politique comme il est fait l'État, mais c'est dans tout. Rappelons-nous, il y a quelque temps, la question des agriculteurs, la question des laitiers qui disent trop de normes européennes, ça nous asphyxie. Et donc, à quelques mois des élections européennes, c'est un signal qui est donné aux extrêmes, en fait, hein, qui sont pour moins d'Europe, pour dire voilà, l'Europe veut étouffer notre identité nationale, comme tu le dis. Il faut toujours se méfier quand on parle d'identité nationale, hein, parce que ça peut être une forme de repli sur soi, une forme d'exclusion des autres. Donc, c'est des termes qu'il faut manier avec précaution. En d'autres termes, dans cette résolution, et pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'articles qui sont consacrés. Je pense que ça va venir au fur et à mesure, mais il y a matière. Moi, je considère que c'est presque un brûlot. Parce que ça peut être. Les termes sont tellement quelquefois maladroits, les termes provocateurs, qu'il y a de quoi, dans le débat qui va commencer dans quelques mois sur les européennes, ça va être utilisé par tous ceux qui sont contre l'Europe. Et puis ensuite, moi, une dernière question que je me pose, une institution, comment peut-elle se mêler de la conscience politique ? Qu'on puisse dire qu'on puisse favoriser le sentiment européen, la volonté de réunion, qu'il y a davantage de points qui nous rassemblent que ce qui nous sépare, tout cela. Mais parler de conscience, moi je trouve que c'est une façon de s'immiscer un peu trop dans ce qui est, je dirais, la liberté de penser, la liberté de réfléchir, la liberté d'opinion. Parce que quand on va jusqu'à préconiser des façons d'enseigner, moi je trouve que là vraiment c'est aller trop loin. Donc à voir, c'est à soi, personne n'en parlera plus parce que ça va être laissé aux oubliettes. Et non, je dis on n'en parlera plus dans ce sens qu'aucun État membre ne va en tirer de conséquences pratiques. Ou bien, au contraire, ça va donner lieu à des débats qui seront des débats qui seront houleux. Quand on demande aux États, aux impétrants, enfin ceux qui veulent d'actualiser leur programme d'études et méthodes d'enseignement afin de faire passer l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale. Autrement dit, on va faire que je parle de l'histoire de quoi ? De Schuman, du créateur de l'Europe, du monde, de la guerre,
avant que je parle de ce qui nous préoccupe, nous, ici? Comment, On n'a même pas parlé de notre situation à nous. Mais moi, je suis européen, j'ai la conscience d'être européen, mais là, je suis plus européen dans des discussions comme ça. Plutôt qu'une compréhension supranationale de l'histoire, mais c'est pas possible de privilégier la réflexion et la discussion plutôt que le transfert de connaissances. Ben, on n'en connaît rien de notre histoire. On ne va pas discuter, nous, de notre histoire, nous, en Martinique. Nous, Européens, on ne va pas discuter de notre histoire avant de la connaître. Oui, on aurait aimé que sur les présupposés qui sont avant, c'est-à-dire les considérants sur la nécessité d'avoir une vision objective, donc d'avoir accès aux archives, que justement l'Union européenne, dans sa résolution, demande que toutes les archives d'Europe s'ouvrent pour avoir une meilleure connaissance, pour faire en sorte que tous les historiens, que tous les chercheurs puissent avoir accès à toutes les archives qui sont en Europe. Ça aurait été un véritable pas pour une connaissance partagée. Mais au lieu de ça, on a l'impression d'une fermeture. Oui, et puis des leçons où ils essaient de fustiger le chauvinisme ou le sexisme, des choses comme ça. Oui, à un certain moment, on oublie le racisme. On en parle à un moment donné, après on parle d'antisémitisme, anti-tsiganisme, mais on ne parle pas de racisme. Donc c'est vraiment très particulier. Pour la peine, nous, Européens insulaires, Européens tropicaux, on va parler de notre histoire avec nos particularités, avec nos spécificités, avec le fait que le 4 février 1794, la Convention a aboli l'esclavage, et que c'était le Welto ou Wayupaway, puisqu'on a eu qu'en 1848. Tu vas nous expliquer ça. Oui, alors, je n'ai pas le talent d'historien que Daniel a, mais je vais essayer de vous parler un petit peu d'histoire. Pas de fausse humilité, mon ami. C'est vrai que cette première abolition, oui. Finalement, je pense qu'on l'a un peu oublié, mais on avait déjà aboli l'esclavage en 1794. Oui, c'est un épisode. Le premier État du monde à avoir aboli. Et la France a été le premier État du monde à avoir aboli l'esclavage. Malheureusement, son expérience n'a pas duré, puisqu'il a été rétabli avec l'arrivée de Napoléon, et il n'a été aboli en définitive qu'en 1848, c'est-à-dire près de 50 ans après. Alors, le rappel des dates qui amène à cette première abolition. 1789, c'est la Révolution française. La Révolution française se fait, alors je ne vais pas refaire l'histoire, mais pendant cet épisode, des consciences s'expriment. Mirabeau, l'abbé Grégoire, Lafayette, l'abbé Raynal, un ancêtre sans doute, oui, qui parle des droits de l'homme, qui parlent des droits des citoyens, et puis qui comprennent que quand même l'esclavage, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, hop, et on met déjà les populations esclavisées dans le débat des droits de l'homme. Donc c'est une première prise de conscience qui alimente le débat public, et le débat intellectuel de l'époque est un débat vif. Et quand on se penche sur cette période, c'est assez étonnant de voir la vigueur de ces débats. Ce n'est pas du tout un débat intellectuel. Non, c'est vraiment très, très fort. Il y a la création de la Société des Amis des Noirs qui se fait à ce moment-là. Donc, il y a des engagements face aux populations d'esclaves. Et donc, il y a ces mouvements abolitionnistes qui se développent. Et dans le même temps, il y a des révoltes qui s'activent dans les îles, dans les colonies, en particulier à Saint-Domingue. Saint-Domingue, en 1791, la révolte gronde. Toussaint Louverture prend la tête des mouvements insurgés. 2 ans après, en 1993, il y a des révoltes, notamment en Guadeloupe. Et donc, ça bouge aussi du côté des populations esclavisées. Et donc, la conjonction des abolitionnistes et des mouvements de révolte aboutit en 1794, le 4 février, à l'abolition par un décret de la Convention dans toutes les colonies françaises. Voilà les faits. La Martinique, dans tout ça. Excuse-moi, juste avant d'arriver à la Martinique, peut-être rappeler que, justement, si tu as parlé de la révolte des populations, notamment à Saint-Domingue, il faut rappeler qu'en 1793, Sontonax, qui est le commissaire envoyé par la République, sous la pression justement des esclaves révoltés, abolit l'esclavage à Saint-Domingue. Oui, c'est vrai. Et c'est parce que Saint-Domingue abolit l'esclavage sur son territoire
qu'à ce moment-là, il y a des députés qui sont envoyés et que la Convention est obligée de s'emparer de la question. Et notamment, elle accueille par acclamation une femme qui a plus de 100 ans. Et la Convention, à ce moment-là, décide en février. Mais la révolte et la proclamation de Saint-Domingue est importante. Oui, Saint-Domingue, tu as totalement raison de rappeler ce fait, c'est important. C'est de là que c'est parti. C'est de là que c'est parti. Et la Martinique, elle, voyant le coup venir d'une révolution avec des guillotines qui coupent toutes les têtes, elle s'empresse, alors ce sont les colons de l'époque, s'empresse de se mettre sous la protection des Anglais pour éviter les sanctions de la Révolution. Et donc, en réalité... Contrairement à la Guadeloupe. Contrairement à la Guadeloupe. Et donc, la Martinique, en réalité, n'a pas aboli l'esclavage. Il n'y a pas eu d'abolition de l'esclavage. Il n'y a pas eu non plus de rétablissement de l'esclavage avec Napoléon en Martinique, puisque l'esclavage a continué sous le régime anglais. Pendant cette séquence. Et en effet, pendant cette période, donc le système esclavagiste a continué pendant cette période, alors qu'en Guadeloupe, la Convention a envoyé Victor Hugues avec sa guillotine, qui a décapité à peu près toutes les têtes blanches du pays, en tout cas des colons et des propriétaires d'esclaves. Et donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, les populations, la société est différente en Guadeloupe qu'en Martinique. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire. Et donc, par la paix d'Amiens, avec au retour de Napoléon, la Martinique est restituée à la France par les Anglais et le système continue, avec quand même, et ça c'est l'effet un peu de cet épisode, puisqu'on aurait pu dire, mais c'est effrayant, ce rendez-vous manqué de l'histoire, une abolition avec un rétablissement, qui est une vraie douleur pour les consciences humaines de l'époque. Mais les consciences ont ceci de vivace, c'est qu'elles se nourrissent de tous les épisodes et qu'elles n'ont cessé, pour le coup, depuis, de gonfler, de s'enrichir et pour aboutir, alors là, par 1000 travers, et pour aboutir en 1848 à l'abolition définitive. Et pour être complet, 1804, parce qu'à Saint-Domingue, qui avait prononcé l'abolition, l'esclavage ne sera jamais rétabli, parce que quand Napoléon décide de rétablir, il envoie donc son Leclerc, et là il y a une défaite cinglante, et l'indépendance d'Haïti sera prononcée. Donc Haïti... Il envoie son Leclerc, c'est son beau-frère, c'est bien ça. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais alors, on ne va pas débattre de ça, on n'a pas le temps, parce que contrairement à la semaine passée, vous allez me laisser un petit peu de temps. Oui, mais j'ai 2 minutes pour parler de Condorcet. Oui, voilà. Mais avant de parler, je n'oublie pas ce cher Condorcet, ni le livre de Badinter à 700 pages, je ne vais pas l'oublier. Ça t'a frappé. Attendez, j'espère rester sur ça 30 secondes encore. On va débattre un jour sérieusement du rôle de Joséphine dans leur établissement. Oui, du prétendu rôle de Joséphine, ça on va en parler. Ok, bon, ben voilà, Condorcet dans la continuation. Oui, Condorcet de Badinter. J'étais très attentive à ce qu'Emmanuel disait justement sur le fait, il a dit les grands penseurs, mais il faut ajouter Condorcet. Il faut ajouter Condorcet, et c'est vrai qu'on le cite moins. Parce que c'était un intellectuel. Est-ce que c'était un intellectuel? Je ne sais pas. Et c'était vraiment parce que, tu as raison de souligner, parce que donc Elisabeth et Robert Badinter, et si on en parle, c'est d'une part parce que c'est l'actualité compte tenu du sujet d'Emmanuel, mais parce que le 9 février, Robert Badinter nous a quittés. Et donc c'est vrai qu'avec son épouse, il a donc écrit cette somme sur Condorcet, un intellectuel en politique. Et ça apprend beaucoup. C'est un livre qui a une documentation extraordinaire. Ils ont fait tous les deux, c'est vraiment un ouvrage à 4 mains, avec des recherches et chaque fois des références pour trouver. Et pour comprendre Condorcet, normalement c'est lui qui aurait dû avoir la plus grande place. Pourquoi? Parce que lui, il est contre toutes les discriminations, donc il est contre l'esclavage, il se prononce très tôt contre l'esclavage des Noirs. Il a d'ailleurs été président de la Société des Amis des Noirs dont tu as parlé. Il est contre la discrimination contre les protestants et contre les juifs, qui ont tous les deux des statuts différents. Je rappelle souvent que dans le Code noir, le premier article du Code noir, c'est un article contre les juifs. Donc il est contre la discrimination contre les protestants, contre les juifs.
Et il est c'est le premier et le seul à être pour la reconnaissance de l'égalité de droits des femmes. Il considère que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, donc doivent avoir le même accès à l'éducation, que l'éducation doit être mixte. Et donc, oui. Tu as oublié une chose, il s'est battu contre le mauvais traitement. J'ai pas fini. Ah bon, les animaux. Non, mais tu as cité. Non, mais c'est vrai, mais j'allais pas dire animaux. Mais c'est vrai que dans l'énumération, il se bat contre les injustices et il est contre la peine de mort. Et il sera député. Il sera député jusqu'à 1794. Et il ne va pas voter la peine de mort du roi, parce que ce principe, il est contre la peine de mort. Ouais. Et donc on comprend pourquoi Robert Badinter a pu être intéressé par Condorcet. Mais il avait également, alors aussi, et son épouse Élisabeth, par le fait que Condorcet était pour l'égalité des femmes. Mais il avait son épouse. Avait Salon, c'était une intellectuelle également, et là aussi on comprend qu'Élisabeth Badinter ait pu être intéressée. Et donc cette figure était importante, et lorsque, à l'invitation de la Voix du Palais, Robert Badinter et Élisabeth Badinter sont venus à la Martinique, ils sont venus à la Martinique parce que c'était le bicentenaire de la Révolution française, donc ils ont prononcé un discours à la préfecture, mais aussi parce qu'il s'agissait d'inaugurer la venue Condorcet. Et donc, à ce moment-là, Aimé Césaire et Robert Badinter prononcent un discours, et Aimé Césaire qui dit, il rappelle toutes les rues auxquelles il a donné le nom de révolutionnaire, mais il dit, et il s'en excuse, il dit, mais il y aurait dû avoir Condorcet. Et il dit, maintenant, ce qu'on a connu, c'est réparé. Voilà. Et la réponse de Badinter, avec la voix nouée d'émotion, après avoir écrit ce livre, de se retrouver sur une terre où il y a eu l'esclavage, c'était un moment qui était un moment très, très fort. Très bien. Musique, si vous voulez bien. Le blues est un genre musical vocal et instrumental dérivé des champs de travail des populations afro-américaines qui ont subi la ségrégation raciale aux États-Unis. Le blues est apparu dans le sud des États-Unis au cours du 19e siècle. Le chanteur y exprime sa tristesse, ses amours, ses envies, sa mélancolie. Et techniquement, je vais être un peu pédant, vous permettez, les blues notes, ce sont les notes bleues. Alors je dis ça parce que Henri Guédon m'avait amené à la Sorbonne et puis j'avais eu un cours, une heure de cours, je n'ai pas été m'inscrire. Il m'a dit, Gérard, viens voir ça. Henri Guédon était extraordinaire. Et il m'avait amené, il y avait un bassiste, j'oublie le nom, un bassiste français, qui était également un musicologue et puis enseignant, qui expliquait, c'est là que j'ai découvert les blues notes. Mais j'avais rien, j'avais compris sur le moment plus ou moins, et puis il montrait sur sa basse les blues notes. Alors, les blues notes, elles sont caractéristiques du style et accentuent l'effet de lamentation. Elles apportent une confusion entre les modes majeurs et mineurs. Alors là, tout le monde garé, attention, vous êtes prêts? Voici, je vais parler là maintenant au frère Bernard, à des gens comme ça, parce que le reste, la Martinique va dire qu'est-ce qu'il raconte là, celui-là. Je le fais exprès. Voilà. Pour montrer que la musique de blues, à l'origine du jazz, est extrêmement sophistiquée, que c'est de la grande musique. Ok. Alors voici les trois blue notes que l'on rencontre dans le blues. C'est la tierce. Long paragraphe que je vous épargne, que je vais m'y perdre aussi. Ensuite, la quarte augmentée. Ensuite, la septième mineure, toujours chaque fois avec des variations. Je vous épargne. Et l'utilisation de la gamme pentatonique mineure, voire mineure mélodique, là, je vous donne les subtilités, qui augmente la tension musicale, ça c'est compréhensible même par nous. Elle est très courante et on retrouve des plans et phrases typiques construits autour d'elle. Je vais vous faire, si vous voulez bien entendre, Sam Myers, I Got the Blues. Into each life a little rain must fall. Quite a bit has fallen in mine. Makes one heart melancholy, turns their attention to the blue.
track. Some of you have never been. Did I say been? Sketching, isn't it? This is a mean old world. Try to live in all by yourself. This is a mean old world. Try to live in all by yourself. When you can't have the one you really love, just eyeballing somebody else. I got the blues, people. I gotta pack my few rags and go. Je pense qu'on peut continuer avec la musique. Je laisse la technique choisir soit un medley de James Brown, Bobby Bland et B.B. King, ou un peu ce qu'il veut. Lui, restons dans le blues. I got a sweet little angel. I love the way she spreads her wings. I've got a sweet little angel. I love the way she spreads her wings. When she spread her wings around me, hey, I get joy and everything. Ask my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. Hey, ask my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. Yeah, you know I asked her for a little drink of liquor. Oh, when she gave me a whiskey still. Tu me disais, Oui, parce que en t'écoutant et en écoutant la musique, ça me fait penser, il y a quelque temps, j'avais parlé du livre d'Alain Manoukian Ouais. sur le blues, et il racontait notamment comment les Indiens, comment les esclaves noirs qui s'échappaient des plantations avaient été accueillis par des Indiens séminoles, et comment le mélange des deux, les séminoles et les esclaves, avait donné naissance en partie au blues. Et ça m'a fait repenser à ça. Absolument, c'est vrai. James Brown, Bobby Bland et B.B. King maintenant, je pense. Peu importe ce qu'on dit, c'est ce qu'on entend, ce qu'on écoute qui est important. Merci. Come on back up here. That's the same way we did it a few months ago. That's right. So ain't no different. Okay. You do the same. Okay. I think that we had a little. What were you talking about, B, at first? Well, I was talking about lovers. Lovers? The world love lovers. The 3 L's: loving, laughing, And what a. living. Living. Said I've had my fun.
Yeah. If I don't get well no more, yeah. I said I've had my fun, people. If I never get well no more, I said my health is failing me. I think I'm going down slow. I don't want you to do nothing but just moans. Say, Just moan. baby, Papa's got a brand new bag. Baby, 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 baby. Just open the door and I'll get it for myself. Hello. Now, baby, baby, say it one more time. Papa's got a brand new bag. Now, what should I do right here? I don't know what love is, but I think I got it bad. But I think I got it bad. I got it bad. I know. Said I don't know, 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 I don't know. But I think I got a little bit of it bad. It ain't no fun in missing the things you want. But it's so bad when you miss the good things that you once have had. Now what about it, B? I don't claim to be no gambler. I tell you I don't know much about the dice. I want you to listen to me. Oh, I don't claim to be no gambler. I tell you, I don't know much about the dice. But now I want you to hear this, Mr. Brown. Yeah. But I'll wage and my baby knows. Bobby, she knows he ain't the kind that's gonna crap out twice. Eh bien voilà, le blues. C'était un bon moment, Avec, merci. oui. Bon, vous voyez, bon, il y a notre musique, mais notre musique vient de cette musique-là. Aussi. Donc on a été dans Aussi. le droit fil de notre histoire nationale. Hein, l'Europe, bon voilà. À la semaine prochaine, on sera Bye bye. peut-être plus nombreux, j'espère, parce que tous ces gens qui voyagent, qui prennent l'avion, Ils sont rentrés. qui vont découvrir les quatre coins du monde. Et puis nos téléspectateurs, eux, sont là. Et puis ils nous attendent et ils nous écoutent. On vous remercie, on remercie la technique, David Torres, Mehdi Monrose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, il y a tout le monde. Voilà. Flore. Il y a également Jean-Yann, à nouveau. Et puis, j'oublie, Flore et Max. Et Max. Bye bye.